Bonjour et bienvenue sur le plateau d'ASINAT-TV.com. Nous sommes sur les régionales 2021 et aujourd'hui nous sommes avec Cathy Versinger des écologistes, de la liste de Monsieur Antoine Maurice qui donc lit tout ça, qui s'appelle l'Occitanie naturellement. Bonjour Cathy. Bonjour Eric. Alors, les écologistes, c'est un rassemblement des écologistes. Alors, je lis rapidement toutes les partis ou micro-partis. Europe Écologie Les Verts, bien entendu. Génération S, Alliance écologiste indépendante, CAP 21, CAP Écologie, les écologistes, l'écologie occitane et régions et peuples solidaires. Alors, avant qu'on démarre pour décortiquer un petit peu le programme de cette liste verte au régional, je disais que vous étiez conseil régional sortante et vous partez seul. Vous avez décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le groupe socialiste. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, bien sûr. Donc, à la fin de ce mandat, même si on peut dire qu'il a été quand même plus positif que négatif, il nous a paru important de pouvoir retrouver de la lisibilité par rapport à ce que nous n'avons pas accepté, de ce qui nous a contrariés, de ce à quoi nous nous sommes opposés et qui n'a pas forcément été entendu. Donc partir seul nous permettait de pouvoir nous exprimer sur vraiment tous les points que nous voulons défendre et tous les points que nous ne voulons plus défendre. Et du coup, pour les électeurs et les électrices, ça leur permet aussi de retrouver l'écologie, une écologie vraie, un parti, des propositions 100% écologiques. Pas de politique du en même temps, pas de politique de petits pas et pas de problèmes, de situations incohérentes où en fait de défendre, de vouloir défendre ça et ça, et ben ça n'a plus de sens, quoi. Donc ces électeurs mettront l'écologie à la place qu'ils veulent la mettre et plus nous aurons d'électeurs et d'électrices, plus nous aurons de poids à la région. C'était important pour nous aussi de retrouver ce poids réel des électeurs et des électrices par rapport à l'écologie. Alors justement, quand on parle d'écologie, il y a souvent une critique qui est faite chez les écologistes, c'est la fameuse écologie punitive. On en entend parler dans la presse et les médias tous les jours. Est-ce qu'on peut faire, avant de parler de votre programme, qui est en 5 points, je me rappelle, de cette écologie punitive, est-ce qu'on peut un peu décortiquer le thème de cette écologie punitive? Oui, alors les partis qui sont souvent des partis de droite, le Rassemblement national, les Républicains, la République en marche, qui parlent d'écologie punitive, je ne comprends pas. Parce que moi, la punition que je pressens à l'heure actuelle dans notre avenir, par rapport aux obstacles que nous rencontrons, qui sont le dérèglement climatique, qui sont toutes les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, par rapport à la chute de la biodiversité, et par rapport aussi aux injustices sociales, par rapport à cet écart de plus en plus grand entre les plus riches et les plus pauvres, et pas seulement de la région, pas seulement de France, mais aussi de toute la planète. En tout cas, on peut aller même jusqu'aux guerres, etc. En tout cas, tous ces graves problèmes auxquels on doit faire face, je ne vois pas en quoi l'écologie est responsable. Ça fait plus de 40 ans que je suis écologiste, et pour moi, l'écologie, c'est le respect du vivant, c'est le respect des humains, c'est le respect des animaux, c'est aller vers le bien-être, le plus grand bien-être qu'on puisse avoir en vivant tous ensemble sur cette planète. Donc la punition, pour moi, elle est due à la façon dont nous vivons à l'heure actuelle, avec une consommation débridée, avec l'obsolescence programmée, avec le tout jetable, avec le gaspillage de toutes nos ressources. Et c'est ça qui va engendrer une punition. Voilà. Donc pour moi, l'écologie n'est pas punitive, elle est salutaire et peut-être qu'elle sera salvatrice. En tout cas, je l'espère. Allez, on va voir à quel point on va être sauvé par votre programme. Oh non, ce n'est pas le programme qui sauvera, c'est chacun. Il faut espérer à chacun de faire son bilan et de voir ce qu'il effort collectif, peut changer sa vie. Voilà, un effort individuel. Collectif.
Alors, en termes d'efforts collectifs, vous voulez prendre soin des habitants de l'Occitanie, alors merci pour vous. Ça veut dire en fait un grand plan sur la qualité de l'air, préserver la biodiversité, approcher la démocratie sanitaire, développer les repas bio, hein, notamment dans les lycées, hein, qui sont de la compétence de la région, respecter la condition animale, hein, on en entend parler beaucoup, et éviter l'artificialisation des sols. Alors, on a convenu avec vous que ces sujets-là, quand même, ils étaient assez bien traités au niveau de l'Ariège. Par contre, on ne vous parlait pas dans cette petite note de l'eau. Hein, l'eau qui est quand même une richesse importante en Ariège, et vous vouliez faire un point sur cet effort autour de la préservation de l'eau. Oui, alors par rapport à l'eau, bien sûr que c'est quelque chose dont on prendra complètement... l'eau est un sujet qu'on prendra complètement à cœur. Et moi, j'ai justement, pendant ce mandat, beaucoup réfléchi à l'eau. J'ai réalisé, alors je m'écarte un petit peu de votre question, mais j'ai réalisé que quand on est élu, il ne faut pas seulement être dans les institutions, les collectivités, il faut aussi aller sur le terrain. Et le terrain, ce sont aussi les associations qui, qui défendent des idées. Et en Ariège, nous avons une association qui défend l'eau. Et je fais partie de cette association, et grâce à cette association, j'ai vraiment pris conscience de la problématique de l'eau, de la problématique des rivières. Voilà, on ne sait pas tout dans la vie, hein, et donc moi j'étais dans un travail où j'étais loin de beaucoup de problématiques, voilà, j'en avais d'autres, et du coup les problématiques de l'eau, ça va concerner le niveau écologique par exemple, et là, même en Ariège, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on retrouve des pollutions même dans les lacs les plus hauts en montagne. Donc peut-être qu'il faut mettre beaucoup de choses à plat. Comment ça se fait que les lacs de montagne sont pollués? Après, il y a la problématique du niveau d'étiage. Hein, les niveaux d'étiage sont trop élevés et du coup, ou trop bas selon comment on prend le problème. En tout cas, les niveaux d'étiage génèrent de la souffrance hydride pour les poissons, pour la vie aquatique. Et là aussi, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas voir l'eau comme juste une ressource à exploiter, à rentabiliser. Il faut aussi préserver la vie aquatique. On a aussi le problème des inondations. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au cours de ces siècles, en fait, alors peut-être pas spécifiquement en Ariège, hein, mais un peu partout. Et l'eau maintenant coule beaucoup trop vite. Donc ça induit des problèmes dès qu'il y a des crues, voilà, ça induit des problèmes d'inondation. Donc il va falloir réparer les cours d'eau, il va falloir restaurer les zones humides. Voilà. Bon, on a aussi en Ariège le problème, non pas qu'en Ariège, un peu partout, on a le problème de la cartographie des cours d'eau. Hein, beaucoup de cours d'eau ont disparu des cartes IGN à la demande de certains syndicats agricoles. Donc c'est aussi à nous, en Ariège, c'est fait. On a récupéré 80% de nos petits rues, du chevelu. Donc il faut continuer ce travail, il faut que ce travail se généralise sur la région. Et voilà, pour restaurer ces petits cours d'eau, ces petites rues qui sont quelquefois sont juste des fossés, qui ne sont pas alimentés en eau toute l'année, mais une grande partie, et qui sont riches en biodiversité. Merci pour ces précisions. Donc on parlait d'une association, il me semble que c'était le Chabot. Oui, c'est le Chabot, oui, désolé de ne pas l'avoir cité. Qui s'insurge un petit peu contre ce qui se trame autour du lac de Montbel et qui effectivement avait œuvré, on avait couvert un peu l'événement contre justement ce remembrement des catégories de ruisseaux et de rues. On va parler de collectifs et d'associations, hein, c'est le deuxième thème de votre campagne. On parle d'une nouvelle ambition culturelle, donc une aide aux associations culturelles, création d'emplois associatifs, c'est un axe de travail, égalité hommes-femmes, hein, on pourrait en parler longuement, une COP21 régionale et conférence permanence de l'éducation populaire ainsi que des instituts éco-citoyens. Donc on va parler plutôt de COP21 régionale ou de concertation entre élus. Vous me disiez que ça avait manqué sur votre premier mandat, voilà. Pas de discussion hein, autour de ces sujets-là qui sont quand même d'importance, vous me disiez. À la fin de ce mandat, à la région, nous avons fait un petit peu un copier-coller de la COP, de la Convention citoyenne pour le climat.
et nous avons tiré au sort 150 habitants d'Occitanie pour, voilà, pour leur faire rencontrer des experts et les laisser s'exprimer sur leurs soucis et aller jusqu'à même des solutions qu'ils pourraient nous proposer. Et j'ai trouvé que c'était une excellente initiative et je me suis dit qu'en fait, on devrait commencer le mandat par ça, par être entre nous, les nouveaux conseillers régionaux, et rencontrer aussi des experts pour vraiment se confronter aux problèmes. Alors à chacun de dire moi ça m'intéresse de discuter là-dessus, de m'enrichir là-dessus, de confronter mon point de vue à celui des experts et à celui de mes collègues, mais vraiment qu'on arrive à discuter ensemble, parce qu'après en fait ça va très vite, on nous présente des dossiers, on ne sait pas forcément, on n'a pas tous les aspects des problèmes et parfois des choses nous échappent, quoi. On ne réalise pas tout ce que ça veut dire concrètement. Donc ça fait qu'on n'a pas, on a des, parfois on rate des choses qu'il fallait mettre, on rate de l'éco-conditionnalité, on rate dans notre façon d'agir. Moi, je serais par exemple plus favorable aux avances remboursables quand on est face à des grandes industries qui ont de l'argent. Donc, pourquoi subventionner avec de l'argent public ces grandes industries? Autant leur voilà, proposer de l'aide, bien sûr, mais sous forme d'avances remboursables. Voilà, c'est un exemple. Mais sur la région, il y a des dizaines de sujets comme ça où on devrait discuter ensemble, mettre tout bien à plat sur la table avant de démarrer. Une sorte de démocratie participative voilà. Pour les élus. Qui commence par soi, oui. Alors, troisième thème de votre programme, la mobilité. Oui, excusez-moi oui. Eric. En fait, on avait parlé de l'égalité homme-femme vite fait, oui. et j'avais une petite chose à dire. Alors, parce que là, dans le cadre de notre campagne électorale, on a bien évidemment, entre nous, au niveau des militants écologistes, on a discuté de beaucoup de choses. Et il y a un petit point qui m'a plu par rapport à l'égalité homme-femme. Une personne donc, de nos militants, une militante en fait, a proposé pour le sport, pour la jeunesse, qu'1 euro dépensé pour les garçons en sport soit équivalent, enfin, induisent 1 euro dépensé pour les filles. Voilà, parce que bien évidemment, nous progressons toujours sur l'idée d'égalité homme-femme. Parfois, ce n'est pas de l'égalité qu'il faut mettre, c'est de l'éducation, c'est faire changer les mentalités. Mais par rapport au sport, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai trouvé que c'était une idée simple, mais intéressante. Parce que les filles ne sont pas assez sollicitées pour faire du sport. Et peut-être que du coup, ça induit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais de ne pas avoir beaucoup de moyens, ça induit aussi moins d'envie de faire du sport pour les filles, quoi. Donc on va pouvoir développer le rugby et le foot féminin. Hein, pas que. Mais entre autres, le rugby, c'est quand même d'importance hein, par chez nous, il me semble. Voilà. Alors, on va parler de mobilité. Merci pour le laïus sur l'égalité hommes-femmes. C'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlait un petit peu. Donc, les mobilités, se déplacer, vous proposez... Alors, le sujet de la mobilité est quand même présent dans la plupart des listes. Hein. On sent bien que le transport, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose de capital hein, sur cette grande région Occitanie qui représente quand même pas mal de C'est aussi la première cause de pollution, le transport et le transport en voiture. Alors tout le monde propose des choses, vous parlez d'un réseau express régional, donc là on n'est pas trop touché, on est surtout entre les deux capitales, les anciennes capitales de l'Anglo-Roussillon et Midi-Pyrénées. Aménager les routes et les chemins, non, ce qui est fait parfois, le covoiturage, l'autostop incitatif, et puis les aides aux petits aéroports. Les petits aéroports en Ariège, on a des aérodromes, hein, on n'a pas encore des petits aéroports, on n'en aura certainement jamais, même s'il y avait eu un petit projet de mettre vers Mazères un aéroport international hein, il y a quelques années. On va parler de cœur de mobilité. Alors le sujet, c'est surtout le problème d'intermodalité. C'est-à-dire que globalement, si on veut faire de la mobilité douce n'importe où en Occitanie et notamment en Ariège, eh ben, c'est compliqué aujourd'hui, même s'il y a quand même des avancées qui sont faites. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on va dans ce sens, et c'est aussi pour ça que
tous les partis sont motivés et voilà, on met ça dans leur programme. Mais il faut, par exemple, tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est autostop, les idées sont bonnes, mais dans la réalité, c'est faible comme impact, c'est faible comme implication. Et d'ailleurs, bien souvent, les gens sont d'accord, mais ils sont d'accord pour être le conducteur, pas pour être celui qui fait du stop ou pas pour être pour celui qui prend les autres, quoi, hein. Et je parle aussi pour moi, parce qu'en tant que conseillère régionale, je n'ai jamais 2 journées pareilles, je ne vais jamais au même endroit, tous les jours ça change, tous les jours c'est différent, donc voilà, j'ai du mal à rentrer dans ces histoires. Par contre, là où on a des progrès à faire, et là où on toucherait effectivement beaucoup plus la population, c'est de faire vraiment de la cohérence entre je pars de chez moi et je vais à mon travail, ou ailleurs, ça peut être je vais à l'hôpital, ça peut être je vais faire des courses, je vais dans le centre-ville, et qu'on puisse changer de déplacement. Par exemple, je prends mon vélo pour sortir de chez moi, mais à la gare, je sais que ou je peux le prendre dans le train, il y aura de la place, ou je peux le mettre dans un box en sécurité. Quand j'arrive à la gare que j'ai choisi, de nouveau, je peux emprunter un vélo. Peut-être que j'aurai un deuxième vélo qui sera lui aussi sécurisé et puis qui me permettra d'accéder à mon lieu de travail ou au lieu auquel je me rends. Voilà, il faut vraiment prendre toute la ligne en considération, quel que soit le moyen de déplacement qui est pris par la personne. Donc au niveau des horaires entre les bus et les trains, voilà, entre la disponibilité des garages à vélo, hein, des box pour les vélos, parce que ça, à l'heure actuelle, en plus qu'on a en Ariège, on a facilement des côtes, bon, sans parler de la haute montagne, mais bon, si on veut revoir des vélos en Ariège, il faut penser aux vélos à assistance électrique, donc il faut sécuriser le garage de ces vélos. Ou alors faire revenir le Tour de France. Mais ça, c'est un autre problème. C'est que souvent, le vélo est pris pour quelque chose de sportif, oui. Alors que vous militez pour un vélo du quotidien, oui. Pour la mobilité douce. Voilà, avec des voies vertes plus adaptées à ce qu'il faut qui ne soit pas oublier touristique non plus. Voilà, une voie verte ne doit pas se limiter à être pour le dimanche, pour la petite balade familiale, ce qui est aussi très important. Mais il faut penser que quand on va travailler, on a besoin d'un revêtement qui ne soit pas enherbé, qui ne soit pas plein d'eau. Donc il faut, par rapport à certaines voies vertes ariégeoises, il faudrait revoir la problématique du revêtement. Ok, merci beaucoup. Donc, on va parler du 4e thème qui est valoriser nos cultures et nos pays. Hein, alors on parle d'enseignement en occitan et en catalan, hein, donc qui est quelque chose d'important, mais vous n'avez pas souhaité vous développer là-dessus, d'implantation de compagnies et de collectifs artistiques en milieu rural, et notamment de créer des parcs et réserves naturelles. Alors effectivement, en Ariège, on est doté d'un parc, hein, et vous faites même partie en tant qu'élu du PNR. Est-ce qu'on peut expliquer l'importance de ce genre de politique autour des espaces naturels et des réserves? Oui, j'ai préféré parler des PNR et des RNR, hein, réserves naturelles régionales, parce que pendant mon mandat, ça a été vraiment un investissement important et qualitatif pour moi. Je suis présidente d'une réserve naturelle, celle du massif du Saint-Barthélemy, et voilà, j'ai eu un grand plaisir de travailler avec le conservateur et l'ANA qui est derrière cette réserve, hein. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre soin, hein, comme on prend soin des gens, on peut aussi prendre soin de son environnement. Et tous ces grands territoires que sont les réserves, et encore plus bien sûr les PNR, les parcs naturels régionaux, c'est vraiment intéressant, toutes les questions que ça nous pose pour les préserver, pour en prendre soin, tout en permettant aux gens qui y vivent d'y vivre dans les meilleures conditions. Donc, je suis aussi en fait membre au bureau de la Fédération des PNR et régulièrement nous travaillons sur l'intégration de nouveaux PNR. Alors là, au niveau évidemment français, hein, de toute la France, puisque c'est la fédération de tous les PNR de France. Et
parfois on se pose la question, est-ce qu'on en accueille encore? Alors en fait la réponse est toujours la même, oui, à condition que ce ne soit pas au détriment des autres PNR et que les subventions, parce que évidemment ça nécessite quand même quelques subventions, et qu'en plus dans un PNR, eh bien, il y a des salariés, des gens qui travaillent, donc c'est le métier. Tout à l'heure on parlait de génie écologique, et bien, quelque part ces gens font partie de ces nouveaux métiers qui pourraient se mettre dans la catégorie génie écologique. Et moi, je suis assez favorable à ce que, tout en continuant, bien évidemment, de les financer tous, autant les uns que les autres, mais à ce qu'on en accueille beaucoup. Parce que derrière un parc naturel régional, c'est toute une population qui se mobilise. C'est long pour arriver à finaliser un PNR, hein, il faut plusieurs années, mais ça veut dire qu'on a repéré des choses remarquables dans son environnement et qu'on veut les mettre en valeur, et pas n'importe comment, bien évidemment. Ce n'est pas pour faire du tourisme massifié, mais c'est vraiment être au plus juste de cette harmonie entre les activités humaines et le développement, la préservation, la beauté de notre environnement, de la nature. Et j'irai un petit peu plus loin, mais sans toutefois pouvoir vraiment en parler, mais je sais qu'il se réfléchit. Alors ça ne s'appellera pas des PNR, mais il y a des gens qui se soucient de mettre ce système-là en place aussi dans des quartiers, dans les villes. Et là, pour moi, on a tout gagné. Voilà, parce qu'on n'a pas tous envie de vivre à la campagne. On peut faire le choix de vivre en ville. D'ailleurs, c'est ce que la majorité des gens font comme choix. Mais je pense que la vie en ville a aussi besoin d'être réenthousiasmée, d'être redéfinie, revalorisée, réaménagée, quoi, parce que ça peut vite devenir un cauchemar aussi, la vie en ville, quoi. Bon, on a de la chance en Ariège, on n'est pas trop touché par voilà, ça. Hein, non, on a trouvé un équilibre de petites villes. Les plus grosses villes doivent faire 15 000 habitants, donc pour un Toulousain, ça n'existe même pas. C'est un immeuble. Voilà, alors on va parler du dernier thème, vous parliez d'activité humaine. L'activité humaine, c'est l'économie, l'emploi, hein, et donc vous voulez changer d'économie et sauver l'emploi. Alors on a parlé un petit peu de tout ça, et effectivement on a choisi deux thèmes. Vous parliez de génie écologique tout à l'heure, qui est une solution d'avenir, hein, qui peut remplacer des choses. Et puis on a parlé de mutation de l'industrie aéronautique. On sait que Toulouse s'écrit avec 2 L parfois, et c'est les 2 L de l'avion, et notamment d'Airbus, hein, donc ce grand pôle aéronautique qui est gros pourvoyeur d'emplois, et qui, depuis la crise du Covid-19, a impacté toute la région Occitanie, hein, puisqu'on a des sous-traitants de rang 1, de rang 2, et donc beaucoup en Ariège qui sont touchés par ça. Et vous en profitez pour dire, voilà, c'est peut-être le temps de changer un peu la façon de voir les choses. On sait que le transport aérien, il est quand même pas exempt de pollution, et donc vous proposez d'évoluer et de faire évoluer ce tissu. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Alors effectivement, le problème de l'aéronautique, et je pense que les gens qui travaillent dans ce secteur en ont conscience, c'est pour l'instant, la pollution que ça génère est un peu à la marge, mais parce qu'elle ne concerne que peu de personnes par rapport à l'ensemble des gens qui utilisent les transports en commun. Mais par contre, quand on a son bilan carbone, quand on prend l'avion, ça n'a rien à voir avec un bilan carbone de train. Donc forcément, à un moment donné, ça n'ira plus. On ne pourra pas être sur une hausse permanente du transport aérien. Et ce que nous a appris notre passage par le Covid, c'est tout simplement qu'il vaut mieux être dans l'anticipation que subir. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des syndicats de l'aéronautique et qui rencontrent même des militants écologistes pour essayer de trouver ensemble des solutions. Et ce que nous souhaitons, c'est que grâce à cette anticipation, les métiers de l'aéronautique puissent trouver une belle place par la mutation de leurs compétences, enfin de leur métier. Pas de leurs compétences, au contraire, qu'ils gardent leurs compétences, qu'ils continuent à pouvoir les exercer, à pouvoir les mettre en valeur, mais peut-être pour certains dans un autre domaine que celui de l'aéronautique. Donc évidemment, il y a tout ce qui tourne autour des autres transports en commun, par exemple le train, et voire d'autres domaines.
Bien, alors donc on sait déjà que le groupe aérospatial, hein, je crois ou Airbus a produit le tramway de Toulouse, donc c'est voilà. possible, hein, Ouais. bien sûr. Alors, Le tramway qui est une très belle réalisation. Quand, voilà, par mon mandat, j'ai été amenée, bien évidemment, de très nombreuses fois, enfin, aller à Toulouse même toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et de découvrir Montpellier que je ne connaissais pas, et qui est une ville qui m'a épatée par la fluidité de ces tramways. Où là, vraiment, du fait de leur grand nombre, on peut aller où on veut, quoi. Et quel bonheur ce transport qui est silencieux. Bon, j'ai peut-être pas été toujours aux bonnes heures, mais je n'ai jamais vu de tramway bondé comme j'ai pu le connaître dans Paris il y a encore pas longtemps. Et voilà, donc il y a certainement beaucoup à faire pour le transport en commun de demain. Alors, on va faire, avant de nous quitter, un petit rappel de la composition de la liste, notamment des gens d'Ariège qui sont candidats sur votre liste. Donc, on parle de Jean-François Astier de Natura Mundi, qui est à Loubière, Sandrine Longis, qui est Bord-sur-Arize, Pascal Julien du Haut-Salat, Véronique Vinet de la Bastide de Besplat et André Péchin, qui est adjoint à la ville de Foix. Et qui habite Foix. Voilà, avec monsieur Dambert-Meller. Alors, dernière question que je souhaitais vous poser avant que l'on se quitte. Je veux parler avec tous les candidats de votre ennemi commun, qui est l'abstention. On sait qu'à chaque édition des élections, qu'elles soient présidentielles, européennes, cantonale, municipale et aujourd'hui régionale, en fait, on a un taux d'abstention qui croît de plus en plus. D'ailleurs, sur ces élections, on parle d'un taux d'abstention record. Alors, à votre avis, c'est dû au manque d'intérêt de la chose publique? Est-ce que le niveau régional n'est pas pertinent pour un électeur? Est-ce que, à force d'entendre des promesses qui ne sont pas tenues, les électeurs ne vont pas aux urnes? Quel est votre sentiment? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Effectivement, l'échelle régionale est un peu éloignée voilà, du quotidien des gens. J'ai souvent à réexpliquer l'histoire du conseil régional. Les gens ne l'ont pas en tête. Et alors que depuis la loi NOTRe, même si l'agrandissement des régions peut poser problème, en même temps, ces compétences sont bien plus intéressantes maintenant qu'avant. Et que ce soit pour un mandat ou que ce soit voilà, pour le rôle de la région, il y a vraiment de grands enjeux derrière cette échelle. Donc, aussi, je pense que beaucoup d'électeurs et d'électrices ou de concitoyens, concitoyennes sont un peu dégoûtés, sont un peu déçus de la politique, que ce soit des promesses ou que ce soit des comportements des gens. Et du coup, voilà, ils lâchent la politique. Souvent, les gens nous disent « Oh, moi, je ne fais pas de politique » ou « Je n'y intéresse pas ». Mais la politique, c'est dans chacun de nos gestes du quotidien. La politique, avant d'être l'histoire des partis, voire les histoires d'ego, c'est avant tout l'organisation de notre société. Et là, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, on est tous concernés. Et on agit tous dans un sens politique, dans nos achats, dans nos comportements personnels avec les autres. Donc, quelque part, voter, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais moi, j'aimerais bien qu'effectivement, les gens se réfléchissent à tout ça et que c'est peut-être en s'engageant davantage dans les associations, davantage dans les partis politiques, qu'on fera changer les choses. Mais de toute façon, on a malgré tout un libre arbitre, c'est notre comportement quotidien. Donc tout le monde fait de la politique, mais j'encourage vraiment tout le monde aussi à aller voter. Allez, donc tout le monde ira voter le 20 et le 27, parce que vu le nombre de forces en présence, il y aura certainement 2 tours, ça c'est sûr. Cathy Versinger, merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. On vous a rattrapé au dernier moment, vous êtes la dernière, vous avez failli louper notre email de rappel, mais vous êtes là, donc c'est l'essentiel. Je vous rappelle que vous faites partie de la liste L'Occitanie naturellement, qui est menée par Antoine Maurice et qui représente tous les mouvements écologistes de France. Donc bon courage pour ces élections et en espérant que votre campagne se déroule bien. Vous avez jusqu'à quand là? Alors vendredi minuit.
donc vendredi 18 minuit, et puis on reprend lundi à 0h, 0 minute, jusqu'au vendredi 25 minuit. Voilà. Voilà, en tout cas, vous serez en ligne. Organisation pour les 2 tours. Vous serez en ligne déjà dès le week-end, une fois qu'on aura monté tout ça. Merci beaucoup. Merci aussi, et heureuse de vous avoir rencontré, parce que j'avoue que je ne vous connaissais pas. Et j'espère que nous aurons beaucoup d'autres occasions de nous revoir. Et ce sera en tout cas avec plaisir que je répondrai à vos propositions de rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.